Je reviendrai sur cette question-là. Deuxième préoccupation, c'est bien sûr celle de l'équité fiscale, de la redistribution, avec l'objectif de justice fiscale derrière. Et puis la troisième préoccupation, c'est bien sûr celle de la lisibilité pour éviter un rejet de la politique fiscale. Alors, mon deuxième point, c'est que le système fiscal actuel français, évidemment, n'est pas du tout performant par rapport à ces trois objectifs. Il est peu favorable à la croissance, à la compétitivité. Ça a été souligné à l'instant par Jérôme, dans le domaine de l'investissement. Dans le domaine du coût du travail aussi, on remarque, et ça a été fortement souligné par un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, que la fiscalité en France porte davantage que dans d'autres pays, et en particulier en Allemagne, sur le travail, ce qui est évidemment défavorable à la compétitivité des produits français. C'est un système qui n'est pas équitable, ça a été aussi fortement illustré par de nombreux travaux, avec un taux de prélèvement qui diminue, un taux de prélèvement moyen qui diminue sur les tranches de revenus les plus élevés. Pourquoi elles diminuent? Bien parce que les revenus ont une composante revenu du capital plus élevée, en haut de la hiérarchie des revenus, et le taux de prélèvement sur les revenus du capital sont plus bas que ceux sur les revenus du travail, la préoccupation qui a été soulignée par Jérôme à l'instant. Puis ça diminue aussi à cause de nombreuses niches fiscales qui existent sur l'impôt sur le revenu. Sur le seul impôt sur le revenu, il existerait, au jour d'aujourd'hui, il existerait, parce que je ne sais pas si les comptes sont exacts, 190 niches fiscales. Enfin, c'est un système qui est très peu lisible et qui entraîne dans notre pays un certain rejet de la fiscalité et des politiques fiscales. Alors, troisième point de mon intervention, les changements envisagés et affichés par l'actuel gouvernement par rapport à cette situation, évidemment, sont une réponse aux trois préoccupations que je viens d'évoquer. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'était évidemment très, très fortement et très brillamment évoqué à l'instant par Jérôme. J'en viens à mon quatrième point, qui est un point d'alarme sur la compétitivité, ce qui n'est pas un gros mot, la compétitivité de la France. Le solde courant de la France se dégrade depuis une dizaine d'années. On est au jour d'aujourd'hui à un déficit de plus de 2 points de PIB du solde courant de la France, avec, comment dirais-je, une évolution continue à la baisse de nos parts de marché, stabilisation juste dans les années 2008-2009, mais sinon une baisse continue de nos parts de marché plus forte que celle de nos principaux partenaires économiques. Alors, cette situation particulièrement dégradée de la compétitivité française ne doit pas amener à incriminer l'euro, parce que l'euro est la monnaie de la zone euro, et la zone euro a un solde courant équilibré. Donc l'euro n'est ni trop élevé, ni pas assez évalué. L'euro est à peu près à sa bonne valeur pour l'ensemble de la zone euro. Par contre, pour un pays comme la France, évidemment, compte tenu de son problème de compétitivité, eh bien, l'euro peut être considéré comme étant surévalué. Encore une fois, la politique de l'euro est une politique qui concerne l'ensemble de la zone euro. Ce problème de compétitivité aussi ne doit pas être attribué à un mauvais positionnement en termes de produits ou en termes de destination de nos exportations, parce que les analyses fines qui ont pu être faites récemment sur la question montrent que ce problème est observé sur tous les produits et sur toutes les destinations vers lesquelles nous exportons des produits français. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, ça veut dire qu'il faut évidemment innover, produire autrement, produire d'autres choses. C'est toute la politique de soutien à l'innovation et de soutien à l'investissement qui vient d'être évoquée par Jérôme. Ça veut dire aussi que ce qui est produit au jour d'aujourd'hui en France, au jour d'aujourd'hui, eh bien, est trop cher par rapport à l'attente des consommateurs étrangers. Donc il faut réfléchir aux questions de coûts de production et en particulier aux questions de coûts du travail. Alors la question est évidemment urgente, puisqu'on voit tous que l'évolution sur le marché du travail, les perspectives de croissance sur les deux prochains trimestres ne sont pas excessivement favorables. Les évolutions sur le marché du travail sont très très défavorables, et donc si on veut apporter une réponse, il faut apporter une réponse à long terme en termes d'investissement, d'orientation d'investissement et de soutien à l'innovation. Il faut aussi apporter une réponse à court moyen terme avec une réflexion sur des questions de coût du travail à ce problème de compétitivité, de croissance et d'emploi. Alors j'en viens à mon cinquième et dernier point. L'une des voies pertinentes qui est évoquée par de nombreux économistes pour prendre à bras-le-corps ce problème de coût,
eh bien, c'est de réfléchir au financement de la protection sociale. Et là, plusieurs voies sont envisageables pour avoir un financement de la protection sociale qui satisfait davantage cette préoccupation de compétitivité, de performance à l'exportation. Il y a la voie d'une modulation des taux de cotisation sociale. C'est quelque chose qui doit être envisagé, puisqu'on sait que les travailleurs de l'industrie sont les travailleurs qui sont à des zones de salaire de 1,5, 1,6, enfin de 1,4 à 1,7 SMIC, c'est-à-dire peu concernés par les allègements actuels de cotisation sociale. Donc est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la forme des allègements actuels de cotisation sociale? C'est une piste qu'il faut évoquer sans a priori. L'autre piste, et je vais l'évoquer au risque de la médiocrité, excuse-moi Karine, l'autre piste qu'il faut envisager, c'est bien sûr celle d'un basculement des taux de cotisation sociale vers d'autres bases, vers d'autres assiettes que la masse salariale, puisque cette assiette est particulièrement importante en France quand on se compare à d'autres pays, et en particulier à l'Allemagne. Alors, deux destinations, évidemment, ont été privilégiées dans l'analyse. La consommation, et ça s'appelle la TVA sociale, et puis les revenus, et ça s'appelle bien évidemment la CSG. Alors la première piste, la TVA sociale, est évidemment une mauvaise piste, puisqu'elle ne satisfait pas les trois objectifs que j'évoquais tout à l'heure. C'est mauvais, d'une part, pour la croissance, puisque ça peut entraîner un risque inflationniste non maîtrisé, c'est-à-dire de spirale prix-salaire. C'est mauvais sur le plan de la justice fiscale, puisque c'est régressif. Les riches épargnent, enfin consomment une fraction plus faible de leurs revenus que les pauvres, pour faire clair. Et puis, ça ne va pas dans le sens de la simplification, puisqu'on ajoute aux canaux existants du financement de la protection sociale un nouveau canal, qui serait celui de la TVA. Donc, on ne satisfait pas du tout les trois objectifs recherchés. L'autre basculement qui est souvent envisagé, c'est bien sûr l'assiette revenu et la CSG, donc c'est quelque chose qu'il faut voir sans a priori. Et ce basculement, et je suis près de la fin, je te rassure Karine, ce basculement satisfait les trois objectifs que j'évoquais tout à l'heure, à la fois croissance, compétitivité, puisque ça peut permettre ce basculement de réduire le coût du travail, ça peut permettre aussi d'apporter une solution partielle au problème de financement actuel de la protection sociale. Ça, c'est le premier point. Ça va dans le sens d'une plus grande justice fiscale. Pourquoi ça va dans le sens d'une plus grande justice fiscale? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il peut paraître complètement anormal que des personnes qui ont droit aux mêmes prestations, à la même couverture en termes de maladie, eh bien, ayant le même revenu global, ne soient pas soumis au même effort contributif selon la structure de leur revenu, selon que leur revenu est davantage un revenu du capital ou un revenu du travail. Pourquoi l'effort contributif ne serait pas le même, alors que le revenu global est le même, et alors même que la protection sociale est la même. Donc le basculement vers la CSG, de ce point de vue-là, est quelque chose qui satisfait ce souci de justice fiscale, et puis c'est quelque chose aussi qui satisfait le souci de simplification fiscale, au sens où ce basculement devrait être envisagé, ne pourrait être envisagé que pour le financement de la protection sociale universelle, c'est-à-dire non contributive, ce à quoi chacun a droit, quel que soit son niveau de revenu, c'est-à-dire ce à quoi chacun a droit en dehors de tout effort contributif, c'est-à-dire c'est pas la retraite, c'est pas le chômage, c'est évidemment la famille et la couverture maladie, hors indemnité journalière. Et là, les marges de basculement sont considérables. On avait fait quelques calculs avec mes co-auteurs d'un rapport qu'on avait fait aussi au Conseil d'analyse économique, à Guillaume Élie Cohen et Mathilde Moine, qui, ce calcul nous amenait à penser que le basculement pouvait, dans sa plus grande amplitude, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on doit envisager dans un avenir, qu'on peut envisager dans un avenir très bref, très serré dans le temps, ce basculement peut atteindre une importance de 18 points, donc c'est quelque chose de considérable, vers 11 points de CSG, quelque chose de considérable, c'est 5 points de moins de coût du travail, ou 5 points de cotisation sociale qui pourraient abonder, dans l'autre extrême, le financement de la protection sociale. Donc c'est des marges de manœuvre absolument colossales. Alors il est clair, là je donne quelque chose d'extrême, hein, il est clair que c'est quelque chose qui doit être discuté avec les partenaires sociaux, avec tous les partenaires pertinents sur ce genre de questions. Il est clair aussi que c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée, s'envisager dans la durée, mais, et c'est mon mot de la fin, il est clair aussi que c'est quelque chose qui, dans l'intervalle des effets favorables que l'on attend de politique de soutien à l'innovation et de politique de soutien à l'investissement, peut apporter des éléments de réponse très partiels à nos problèmes de compétitivité et de commerce extérieur.
Merci beaucoup, Gilbert.